Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire vidéo dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels. Je suis en compagnie cette semaine de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine nous rejoint comme invité de la semaine Vincent Gonneau, qui est directeur Europe du Sud de Couchbase, un éditeur de logiciels de base de données NoSQL. Alors, pour nos lecteurs qui n'ont pas forcément initié aux subtilités du SQL et du NoSQL, on aura le plaisir d'en reparler avec lui. En attendant, je propose qu'on décrypte l'actualité ensemble, Guy. Premier sujet et une note positive finalement, c'est la croissance du secteur IT avec une note de conjoncture qui montre que le secteur est en développement, par les temps qui courent, c'est toujours une bonne nouvelle. Oui, alors effectivement c'est Syntec Numérique qui fait tous les 6 mois, qui fait un point sur le semestre écoulé et puis sur la période à venir. Donc là évidemment c'est la période 2017. Donc les chiffres sont relativement bons, sachant qu'on n'est pas des taux de progression qu'on a connus il y a 10-15 ans. On est quand même dans des choses un peu plus proches de la vitesse de l'économie tout entière. Alors, évidemment, c'est beaucoup de chiffres. On est quand même à près de 3%. 3%, c'est pas si mal que ça. Parce que nos gouvernements seraient contents s'il y avait 3% de croissance. Mais enfin, quand on suit l'IT depuis 20-30 ans, on a connu des taux à 2 chiffres, donc on ramène à des choses un peu plus modérées, on va dire. Mais bon, effectivement, c'est très encourageant. Alors, Syntec Numérique découpe son activité en 3 grandes parties. Donc, c'est beaucoup de chiffres. On va essayer de ne pas en donner trop. Donc il y a l'édition du logiciel, croissance prévue pour 2017, 4%, donc c'est ce qui vient en tête. Après il y a ce qu'ils appellent le conseil en technologie en numéro 2, 3,2. Et puis après il y a conseil et services, 2,6, donc c'est ce qui est un peu à la traîne. Et c'est l'agrégat de tout ça qui fait 3%. Donc ça c'est la première chose. Donc le secteur tel que le présente Syntec Numérique, c'est en gros 430 000 personnes, donc ça commence à peser assez lourd. Évidemment ce sont des gens qui ont des diplômes Bac plus 4, Bac plus 5, les choses. assez pointus. A embauché l'année dernière, donc le nombre d'embauches nettes, c'est un fait la différence entre ce qui rentre et ce qui sort, 14 000 personnes en 2015, donc c'est quand même assez important. Et alors, les 2 points intéressants à retenir, c'est évidemment ce qui croît le plus vite dans tout ce fatras de technologie, on va dire. Donc c'est ce qu'on appelle depuis un certain temps le SMAX, donc c'est tout ce qui est social, mobile, analytics, cloud et sécurité. Et ça croît beaucoup plus vite que le reste et ça représente quasiment 20% des projets en entreprise. Donc on voit que c'est quand même quelque chose d'assez important, sachant que évidemment Syntec Numérique évidemment surfe sur ce qu'on appelle aujourd'hui la transformation numérique et indique bien que évidemment donc ce SMAX sont les moteurs pour la transformation numérique des entreprises, sachant que ce sont les directions métiers qui sont de plus en plus impliquées dans ces développements de transformation numérique des entreprises et qui participent également à la dépense. Donc c'est vraiment une évolution où avant c'était le DSI qui décidait un petit peu de toute l'architecture et de l'infrastructure informatique. Là maintenant dans le numérique, il faut que le DSI il discute avec les métiers et puis ils comprennent bien ce que souhaitent les clients de l'entreprise. Ou est-ce que c'est vraiment nouveau? Non, c'est quelque pas chose nouveau. qu'on entend depuis... C'est vrai, mais enfin, ça devient de plus en plus important. Puis alors, le deuxième point, c'est qu'on parle du cloud et dans l'édition du logiciel du SaaS, et ça fait quand même 15 ans qu'on en parle, et finalement, ça ne va pas aussi vite que ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire qu'effectivement, les taux de croissance du SaaS, c'est beaucoup plus que les 4% dont on parle, hein, on est au-delà de ça. Mais finalement, si on regarde le poids des ventes de SaaS en 2017, on est à un petit peu moins de 20%.
je veux dire, tout logiciel confondu. Donc on voit bien que ça, c'est les ventes, et on voit bien qu'en parc, on sera évidemment à quelque chose de nettement en deçà de... Donc on parle du SaaS en permanence, mais finalement, le gros du marché, c'est encore l'on-premise. On-premise, c'est un peu comme pour les voitures. Finalement, il y a des nouveaux modèles qui sortent tous les ans, mais sur les routes, qu'est-ce qu'on voit? C'est des voitures qui ont 8 ans d'âge et plus. Donc on voit bien que finalement, l'informatique évolue, les technos évoluent très vite, mais sur le terrain, ça évolue un petit peu moins vite. Donc il y a ce rapport qu'il faut en permanence avoir en tête, parce que c'est pas inintéressant pour bien comprendre finalement à quoi les DSI sont confrontés dans les entreprises. Ils voient des choses qui sont absolument extraordinaires, et puis dans leur propre entreprise, ils sont obligés de traîner ce qu'on appelle le legacy, qui parfois n'est pas toujours aussi simple à gérer. Alors, on en a parlé tout à l'heure, du secteur qui recrute, donc du recrutement à la formation. Il n'y a qu'un pas que nous franchissons allègrement. Et on revient sur, j'allais dire, un autre serpent de mer peut-être du secteur, c'est la fameuse inadéquation, ou en tout cas l'adéquation qui n'est pas forcément parfaite entre la formation des jeunes tels qu'ils sortent des écoles et les attentes des DSI. C'est encore une nouvelle étude d'un cabinet de recrutement qui essayait de mesurer un peu le gap, les différences entre les profils qui sortent des écoles et puis les attentes des DSI. Je ne vois pas ce que je pourrais dire de beaucoup plus que ça. Non, effectivement, c'est le cabinet Robert Half qui est un cabinet de recrutement très, très connu, qui ne couvre pas seulement l'IT, mais qui couvre quasiment tous les secteurs. Et donc là, ils viennent de sortir une note suite à une enquête qu'ils ont faite auprès de DSI. Et effectivement, tel que vous l'avez dit, c'est cette inadéquation entre la formation d'un côté et puis les besoins et les attentes des DSI. Et donc ça, c'est, je dirais de manière un peu générique, ce qui est intéressant de voir, c'est que la proportion de DSI est quand même très très élevée. C'est-à-dire qu'en fait, on a 8 DSI sur 10 qui considèrent qu'il y a en gros que les gens qu'ils embauchent, les jeunes qu'ils embauchent, finalement n'ont pas la formation qui répond à leurs besoins. Et ça, un petit peu dans tous les domaines. Ça peut être le développement d'applications, ça peut être la gestion de projet, ça peut être le développement web. Je veux dire, si on regarde un peu tous les secteurs, on constate cette inadéquation. Alors, vous l'avez dit vous-même, c'est un deuxième serpent de mer, et a priori, c'est peut-être pas près de se résoudre, dans le sens où finalement les technologies évoluent tellement vite que le secteur de formation n'a pas le temps et puis que quand il commence à changer quelque chose, il faut des années avant que finalement les gens qui sont formés sortent des écoles. Donc je crois que c'est un problème insoluble. Je pense que finalement la bonne question à se poser, c'est de savoir si les gens qui sortent des écoles sont suffisamment, ont la tête bien faite, si je puis dire, pour s'adapter aux besoins et apprendre très rapidement ce qu'il leur faut pour pouvoir être les plus efficaces dans leur activité de l'entreprise. Donc c'est un problème qui sera de toute façon jamais résolu, mais... Là, pour le coup, sans transition, mais quand même, on va faire un petit cocorico, puisqu'on va parler de Sigfox, dont on vient d'annoncer vendredi la nouvelle levée de fonds de 150 millions d'euros, je crois, c'est ça? Oui. Ce qui en fait des plus gros leveurs de fonds. Je ne sais pas si le néologisme d'ailleurs extrêmement français, mais en tout cas des entreprises qui a levé le plus de fonds sur le marché. Oui, je pense qu'effectivement, il y aurait peut-être Blablacar qui serait devant, mais effectivement, la semaine dernière, donc Sigfox, qui est, comme vous l'avez dit, c'est vraiment une des grandes réussites françaises dans le domaine de la techno, donc dans l'Internet des objets, donc société qui est basée dans la région toulousaine et qui y est toujours d'ailleurs, qui est toujours basée là-bas, et qui a eu un développement absolument fulgurant. Donc il vient de lever 150 millions, alors qu'elle avait déjà levé 100 millions en février 2015, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça, c'est nécessité par
je dirais, leur besoin, le besoin de cette entreprise de se développer au niveau international pour développer des réseaux. Son réseau, en fait. Et en fait, finalement, de faire une sorte d'Internet, Internet lent, on va dire, qui corresponde aux besoins de l'Internet des objets. Finalement, l'Internet n'est pas du tout adapté pour ça. Il n'y a pas besoin d'avoir des débits, des très hauts débits. Ça consomme beaucoup trop, etc. Donc c'est un Internet lent qui permet de faire connecter tous ces capteurs qu'il y a un peu partout. Donc c'est vraiment une belle réussite. D'ailleurs, Sigfox avait annoncé il y a quelques mois, je crois que c'était en avril dernier, ils avaient annoncé le développement de leur 18e réseau au Brésil. Donc le Brésil qui est très, très en avance sur tout ce qui est Internet des objets. Donc ils avaient fait ça en partenariat avec une société locale, ce qui est d'ailleurs leur modèle. C'est-à-dire qu'un peu partout où ils vont, ils prennent un partenaire local et ils développent ça. Et puis après, il y a la possibilité d'interconnecter. Donc c'est une belle réussite et vraisemblablement, alors je ne sais pas ce que ça va donner parce que les calculs n'ont pas encore été faits, mais vraisemblablement, une nouvelle licorne. Voilà, Sigfox devrait être une nouvelle licorne assez rapidement, qui rejoindra celle qu'on connaît, Blablacar, vente privée, et puis une troisième. Criteo, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, et effectivement dont le développement est absolument fulgurant. Alors ça c'était pour la semaine passée, alors pour le coup c'est vraiment pour les prochaines semaines et au-delà. On parle de la neutralité du net, qui, avec l'arrivée du futur nouveau président américain, Donald Trump, risque d'être remise en cause, puisque visiblement, on n'a pas affaire à un grand fan de la neutralité du net. Alors on sait que l'Internet, c'est un réseau de réseaux planétaires, mais on sait bien que les États-Unis sont encore très très présents dans l'évolution de l'Internet. Et jusqu'à présent, donc la neutralité du net, c'est un sujet dont on parle depuis longtemps. Et évidemment, et les opérateurs télécoms font pression pour que justement cette neutralité de l'Internet soit battue en brèche. C'est-à-dire en gros, ils aimeraient bien pouvoir hiérarchiser les différents types de flux pour pouvoir organiser ça de la manière qui les arrange. Et jusqu'à présent, donc, le régulateur, la FCC aux États-Unis, donc dans l'administration Obama, avait réussi à maintenir cette idée de neutralité du net. Et donc il y a un conseil, c'est un peu comme dans le droit en général, la Cour suprême aux États-Unis, il y a un conseil de 5 commissaires, ou je ne sais pas comment on les appelle, donc de 5 experts, qui la dernière fois avaient voté à 3 contre 2 pour le maintien de la neutralité du net. Et a priori, il y a deux de ces 5 qui vont être nommés par la nouvelle administration et dont on peut penser que, comme on sait que cette nouvelle administration des Républicains est relativement favorable à cette non-neutralité du net, donc à cette réorganisation de telle sorte qu'on hiérarchise les flux, il n'est pas impossible qu'il y ait un nouveau vote qui fasse que cette neutralité soit remise en question. Donc, comme vous l'avez dit, ce n'est pas pour la semaine prochaine ni la semaine d'après, mais ce sera quelque chose à suivre dans les mois qui viennent, parce que c'est vraiment un sujet relativement important qui faisait la caractéristique de l'Internet par rapport au réseau télécom traditionnel qui était, on va dire, verrouillé par les opérateurs télécoms. L'Internet, c'était vraiment ça a été conçu totalement différemment. Et cette idée de départ avait été maintenue jusqu'à maintenant. Elle risque d'être remise en cause avec cette nouvelle administration américaine. Bon, en tout cas, une future bataille de lobbying intense entre d'un côté les GAFA, pour faire simple, absolument, et puis de l'autre côté les telcos américains. Bon, là, vu les moyens des deux côtés, ça risque d'être un peu une bataille acharnée. Une méga bataille, on va dire. Complètement. Alors, et pour finir, un petit coup de gueule, coup de cœur. Vous souhaitez revenir toujours à l'occasion de l'élection de Donald Trump. On a remarqué la montée en puissance des sites de fake news, pour parler un espèce de franglais, des sites de fausses nouvelles. Et visiblement, Google et Facebook aurait décidé de faire la chasse à ce genre de site. Alors, donc, vous l'avez compris, c'est plutôt un coup de gueule. Et je pense que, effectivement, cet épisode, cet événement des élections américaines, c'est l'occasion de se pencher sur ce phénomène. Mais je pense que le phénomène, il est plus général, et qui est que, en gros, les sites de blog, les sites de microblogging comme Twitter, les plateformes comme Facebook, les moteurs de recherche comme Google, tout ça, finalement, s'est
géré par des algorithmes et il n'y a absolument plus aucun contrôle. Et il se trouve qu'à l'occasion des élections américaines, comme vous l'avez signalé, il y a eu beaucoup de fausses nouvelles qui ont été publiées et qui ont été alimentées par tous ces outils sans qu'il y ait la possibilité d'apporter des correctifs. Et quand on dit des fausses informations, c'est pas des jugements, des points de vue, etc. Ce sont des fausses informations. La plus voyante, c'est après les élections où il y avait des sites qui disaient encore que Hillary Clinton avait eu moins de voix que son concurrent, alors que les faits, et ça c'est juste un petit exemple, mais avant les élections, il y a eu tout un tas d'exemples de ce type-là. Et je pense que plus généralement, c'est vraiment un problème qu'il va falloir essayer de régler, qui effectivement n'est pas simple. Parce que lorsque les plateformes interviennent manuellement sur le contenu qui est publié je ne sais pas comment les qualifier, par les usagers, à ce moment-là, on leur dit, mais là, c'est de la censure, etc. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver qui ne va pas être simple. Et je pense que c'est un sujet, pour le coup, qui ne va pas nous intéresser pour la semaine prochaine, ni pour les mois prochains, mais pour les années à venir. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. D'autant qu'en plus, il y a des enjeux juridiques quand même importants, parce qu'à partir du moment où ces plateformes commencent à éditer les contenus, elles sont éditeurs, et donc elles ont des responsabilités juridiques. Et c'est encore une autre... Mais on a vu que donc effectivement, Google et Facebook ont décidé de commencer à prendre des actions correctives, et on l'avait bien vu, Twitter avait fait de même. C'est-à-dire qu'il y avait eu des excès, et Twitter avait pris la décision d'enlever des tweets parce que ça posait de très gros problèmes. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'on peut le faire. Il faut prendre la décision. Mais bon, effectivement, c'est pas toujours aussi simple. C'est pas un claquement de doigts. Ça demande beaucoup de ressources. Donc, encore une fois, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Merci Guy pour ces informations, ce suivi de la semaine. Je vous repasse la parole pour échanger avec notre invité Vincent Gonneau de Couchbase et pour faire le tour de l'actualité avec lui. Bien. Dans notre rubrique l'invité de la semaine, nous avons le plaisir cette semaine d'avoir avec nous Vincent Gonneau, qui est directeur Europe du Sud de la société Couchbase. Vincent Gonneau, bonjour. Bonjour Guy. Alors, on va commencer par notre traditionnel sujet. Quelle a été pour vous l'actualité de la semaine passée qui a retenu votre attention ? Alors l'actualité principale qui a retenu mon attention, c'est l'annonce d'Airbnb qui veut se transformer en agence de voyage. Pour moi, ça démontre exactement ce que toutes les sociétés doivent réaliser, c'est-à-dire anticiper sur leur marché, penser en dehors de leur industrie historique et avoir les capacités à se transformer et à innover sur cette économie digitale, numérique, très rapidement. Et comment est-ce qu'ils peuvent y arriver ? C'est en utilisant des nouvelles technologies, des technologies modernes, notamment de bases de données, pour garantir des nouvelles applications rapidement sur le marché et en utilisant cette flexibilité, cette agilité de développement pour accélérer le time to market sur leur marché historique et d'autres marchés sur lesquels ils veulent gagner des parts de marché. Est-ce que ce n'est pas un petit peu paradoxal finalement, parce que Airbnb c'est un disrupteur, comme on dit en bon français, et finalement ils reviennent sur une activité très traditionnelle, donc est-ce que ce n'est pas là une espèce de retour un peu paradoxal ? Alors oui, totalement. Mais en même temps, c'est une incroyable expansion de leur économie, toujours en gardant cette notion de disrupting de leur marché historique et en allant gagner sur les plates-bandes d'acteurs historiques. Donc ça leur garantit une expérience utilisateur maximisée en accroissant leur connaissance utilisateur, toujours dans cette interactivité avec les dernières technologies autour des applications web, mobiles et IoT. Très bien. Alors donc ça c'était la semaine passée. Donc est-ce que pour la semaine qui vient, vous avez une actualité en tête qui pourrait nous intéresser aussi ? Ah oui, alors on l'a bien en tête parce qu'on est directement impacté et ça concerne tous les consommateurs au niveau mondial, le Black Friday. Le Black Friday est un événement mondial. Alors redites en deux mots ce que c'est que le Bien Black sûr, Friday. c'est la grande période des soldes, c'est le 25 novembre. Messieurs, mesdames, allez sur tous les sites de e-commerce le 25 novembre, vous pourrez y trouver de très belles occasions.
À cette occasion... Il faut quand même rappeler que c'est le jour qui suit Thanksgiving. Donc ça aussi. vient des États-Unis. Ouais, donc en France, on s'est rattaché à ça parce que ça fait vendre. Oui. Mais je veux dire, chez nous, ça n'a pas un lien spécifique à un événement franco-français. Non, c'est lié aux périodes des soldes que l'on connaît plus classiquement. Et dans l'Asie-Pacifique, c'est le 11-11. Et à partir de là, ces sociétés se doivent d'absorber des volumétries massives de connexions de clients qui veulent acheter, avoir accès aux services. Et ces sociétés se doivent d'avoir une expérience utilisateur maximisée parce qu'à ces moments-là, il y a le plus de monde possible qui ont accès sur cette vitrine qui représente justement ces sociétés. Finalement, ce n'est pas du Black Friday, donc vous avez parlé, c'est du e-Black Friday, puisque là maintenant, on est sur Internet. Hein. Alors on est sur l'omnichannel. Parce que les clients, avec leur carte de fidélité, qui vont payer et en temps réel, les nouvelles technologies comme le NoSQL permettent d'avoir une agrégation des données, une visibilité du client de manière 360 degrés et en temps réel. Et donc ces sociétés ont capacité à leur envoyer également de l'information pour les fidéliser, pour augmenter les revenus, grâce à cette actualité en temps réel, peu importe qu'ils soient en magasin, ou sur une application mobile ou Internet. D'accord. Alors, on va faire la transition parce que vous avez utilisé le mot NoSQL. Donc, on sait que Couchbase est un éditeur de logiciels qui est impliqué dans tout ce qu'on appelle les bases NoSQL. Et il faut rappeler que NoSQL, c'est pas NoSQL, c'est Not Only SQL. Donc, exactement. Parce que c'est un peu à double tranchant, cette affaire. Donc, peut-être, est-ce que vous pourrez nous rappeler ou préciser un peu ce que sont les bases NoSQL? Parce que je pense que parmi nos lecteurs, il y en a encore un certain nombre qui connaissent parfaitement les bases relationnelles, mais qui n'ont pas encore été fouillés dans ces nouvelles générations de bases de données. En 2 mots, les bases NoSQL, c'est pas très facile. Voilà, merci pour le piège, mais en 2 mots, je vais essayer. NoSQL, comme vous l'avez dit, veut dire Not Only SQL. C'est pour ça que le NoSQL doit être considéré sur toutes les applications web, mobile et IoT des entreprises. C'est sur ces environnements où le NoSQL va permettre de répondre à tous les enjeux que les bases relationnelles ne peuvent plus répondre autour de la performance, de la ultra haute scalabilité par rapport à l'absorption de ces pics d'activité et à des coûts abordables. Et là, le NoSQL a tout son sens parce qu'il permet, grâce à la technologie du format JSON, qui permet de représenter les objets de manière native, d'avoir des applications très agiles, flexibles, avec une puissance phénoménale pour garantir aux utilisateurs un accès aux services qu'ils viennent chercher sur les frontaux et portails des entreprises. Alors, est-ce qu'il y a un moyen relativement simple, finalement, de faire le distinguo entre les bases relationnelles et puis les bases NoSQL? C'est-à-dire, en gros, quelles sont les grandes familles d'applications pour lesquelles l'une et l'autre sont les mieux adaptées? C'est une très bonne question que beaucoup de nos clients qui nous rencontrent pour la première fois nous posent. Pour schématiser, les bases de données relationnelles ont encore un énorme avenir sur les applications de back-office, proches des ERP. Ça a un vrai sens et ça a toujours un vrai intérêt. Par contre, pour toutes les applications de front office, toutes les applications web, mobile, IoT, le NoSQL doit être regardé, doit être intégré dans les réflexions de tous les DSI et de tous les acteurs des Chief Digital Officers et CIO qui souhaitent se transformer et innover autour de ces applications de front office. Très bien. Alors donc, ça c'est pour le panorama global des bases NoSQL. Donc Couchbase, vous êtes un éditeur de logiciels open source, il faut le signaler, donc autour de ces bases-là. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros qui vous êtes en France et puis quel est votre modèle économique? Est-ce qu'il y a des rapprochements qu'on pourrait faire? Est-ce que Red Hat, par exemple, en termes de modèle, ce serait la bonne comparaison? Red Hat est parfaitement la bonne comparaison. On est sur le même modèle open source et d'industrialisation des projets communautaires pour les rendre consommables en entreprise. Donc on a justement cette consolidation de projets communautaires pour en faire une vraie version entreprise utilisable de manière robuste, stable, pour les plus grandes applications critiques chez nos clients. Donc on est une société américaine qui a 6 ans d'existence, qui connaît des croissances à 3 chiffres depuis sa naissance. Nous sommes parmi les 3 plus grands leaders de ce marché et on travaille et notre proposition de valeur se trouve à être la consolidation de plusieurs technologies dans un seul et même packaging. On n'est pas qu'une base de données NoSQL car on consolide dans un seul et même package un cache distribué, des bases de données clés valeurs et documents
et sur lequel on apporte également la cerise sur le gâteau, la seule et unique base de données NoSQL à pouvoir embarquer n'importe quel type de données sur n'importe quel type de device mobile pour faire fonctionner des applications en mode connecté, mais surtout sans réseau. Et c'est pour ça qu'il y a un avènement aux États-Unis qui n'est plus le mobile first, mais qui est maintenant déjà le offline first. Comment donner accès à des services d'entreprise alors qu'il n'y a plus de réseau? Et bien c'est là où Couchbase Mobile prend tout son sens. Petite précision, quelle est votre présence en France? Donc on est en France implanté depuis plus de 3 ans. On a une présence sur quasiment plus de la moitié du CAC 40 qui ont déjà travaillé sur des projets Couchbase, généralement sur des applications critiques d'entreprise. Et on est présent dans toutes les industries, dans les télécoms avec un client comme Orange, dans la grande distribution où on est très présent aussi, comme je vous l'ai cité, chez Rue du Commerce, par exemple, filiale e-commerce de Carrefour, mais également chez Leroy Merlin. On est ensuite présent dans le monde bancaire où la banque de détail comme la banque d'investissement a d'énormes gains. On est présent, alors on est en cours avec de grandes CIB françaises, mais en Angleterre on est présent chez Citibank ou dans la banque de détail chez la Banque Postale où on les aide à se transformer digitalement sur un projet qui est énorme, c'est 1 milliard d'euros sur 5 ans, c'est un projet qui s'appelle Cap Client. Ça répond à une obligation légale de la Commission européenne de ne plus utiliser les bureaux de poste d'ici 2020 et leur stratégie c'est full digital. Et Couchbase a été choisi stratégiquement pour les accompagner dans cette démarche. Alors on ne va pas détailler ces applications parce qu'en France on va conserver des agences postales, bien sûr. Enfin des bureaux de poste en tout cas. Poste, oui. Vous avez déjà abordé un petit peu le sujet, mais est-ce que vous pourriez nous présenter un ou deux exemples d'applications dans lesquelles vos bases de données sont utilisées et qui soient parlants un petit peu pour nos lecteurs? Je vais vous parler de ces acteurs de la grande distribution où ils nous utilisent pour toutes leurs applications de e-commerce, mais pas que. On travaille avec eux, par exemple, pour gérer les préférences utilisateurs. Comme ça, sur Internet, dès qu'ils s'authentifient rapidement, on va gérer leur profil utilisateur pour ensuite personnaliser cette relation avec les bons produits, les bons services par rapport à leur contexte. Toujours pour fidéliser les clients et également faire croître les revenus. D'un autre côté, on va aussi agréger les données que l'on peut avoir sur ces clients, données qui viennent de différentes bases de données dans la totalité de l'entreprise, aussi bien côté vente que côté après-vente, que côté marketing, etc. Également agréger en temps réel les données qui viennent des réseaux sociaux pour pouvoir avoir une vraie relation de confiance basée sur des informations les plus à jour possibles. Donc ça, c'est la personnalisation et la vision client 360 degrés en temps réel que l'on fait chez ces acteurs de la grande distribution. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Internet des objets, donc c'est très actuel puisque aujourd'hui on a annoncé que Sigfox, c'est quand même un des leaders français et mondiaux même dans l'Internet des objets, a levé 150 millions d'euros, donc c'est intéressant. Est-ce que vous avez des applications concrètes dans le domaine de l'Internet des objets? Ah oui, Sigfox c'est une fantastique... pas encore licorne, mais bientôt, je pense, pour la France. Avec cette levée de fonds, elle va devenir... Exactement. Comme Criteo et Blablacar, qui utilisent nos technologies aussi pour gérer leur croissance. Oui, on est présent dans l'IoT, énormément et de plus en plus. Je vous citais 2 acteurs mondiaux américains et on a 2 acteurs français qui nous utilisent aussi. Verizon, opérateur télécom américain, nous utilise pour créer des nouveaux services pour leurs clients B2B, pour créer un nouveau service payant et collecter les informations des utilisateurs pour corréler les contrats commerciaux en temps réel et les adapter à l'utilisation réelle. Pour éviter de payer plus que ce qu'on consomme. Exactement, et donc fidéliser ses clients. Ensuite, on a General Electric qui est en train de créer... un des pionniers de l'Internet industriel, comme on dit. Hein. Exactement, et qui veut créer le standard de l'IoT de l'industrie. Et sa solution d'analyse prédictive est Predix. Et Couchbase Server et Couchbase Mobile sont intégrés et sont les technologies qui collectent et ingèrent les données qui viennent de tous les produits de General Electric dans le monde entier. Les moteurs d'avion, les turbines à gaz, les plateformes pétrolières, les trains, etc. Et en France, on a Coyote avec les boîtiers qui envoie des informations en temps réel vers Couchbase, Couchbase Server et Couchbase Mobile et qui collecte ces informations en temps réel ou quand le réseau revient pour redonner des informations aux utilisateurs. Et c'est un nouveau service qui a été annoncé lors du salon de l'automobile. Et qui va être
disponible prochainement ou qu'il est déjà? Qu'il est déjà et qui est en train de déployer au fur et à mesure de la scalabilité, effectivement, de l'intérêt des utilisateurs de Coyote sur ces applications. Ce qui veut dire qu'on n'aura plus beaucoup d'excuses si un jour on est en retard quelque part. C'est un peu dommage. Tout à fait. On va trouver une autre. Exactement. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet, puis on va attendre ce vendredi pour voir effectivement ce fameux Black Friday, si tous les utilisateurs, toutes les entreprises qui utilisent vos bases de données vont soutenir la charge. Vincent Gonneau, merci beaucoup. Merci beaucoup, oui. Merci à vous, Vincent, merci à vous, Guy, et merci à vous, chers internautes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À bientôt, merci.